Donc ce que les visiteurs vont découvrir dans cette exposition, c'est avant tout une production sculpturale. Une production sculpturale d'une partie de ce très grand pays qui est la République démocratique du Congo, une grande région culturelle qu'on appelle le sud-ouest congolais. Donc seront à découvrir des masques, des statues, mais aussi d'autres types d'objets tels que des pendentifs en ivoire sculptés, des armes à pommeau anthropomorphes, des appuis-nuques, des appuis d'eau, des peignes, donc une production matérielle extrêmement variée. Mais en fait, cette part de l'ombre est inhérente à pas mal de domaines de recherche en fait. Tout sujet que l'on aborde, il y a des éléments qui sont connus, qui ont été bien documentés par tout un tas d'écrits, par tout un tas de recherches, et d'autres, parfois, qui n'ont fait l'objet que de peu d'investigations, oserais-je dire. Et il en va de même dans la partie du sud-ouest congolais, c'est-à-dire qu'on aura des fois des moments paradoxaux, c'est-à-dire avec des types d'artefacts qui sont assez bien documentés, par exemple, je pense au masque d'initiation, pour lequel de nombreux écrits, de nombreuses recherches, même encore assez récentes, ont été réalisées. En revanche, d'autres objets, je pense notamment à la statuaire, est bien moins connue, car elle relevait notamment de cultes qui n'étaient pas forcément toujours des cultes publics, mais pouvaient être des cultes privés, et de fait a été moins observé, moins étudié, et des fois relève de cultes qui ont disparu depuis plus de 100 ans. Donc on se retrouve dans des cas de figure, effectivement, d'objets qui sont moins connus, dont la fonction peut-être moins connue, ce qui participe à cette part d'ombre. Après, au-delà de ça, par exemple, même pour les masques, ces objets les mieux connus, entre guillemets, ceux qui sont les plus dans la lumière, on se retrouve des fois aussi au sein même de ce type d'objets. Certains d'entre eux seront présentés dans l'exposition comme relevant de cultures méconnues, pour lesquelles très peu d'études ont été dévolues et pour lesquelles encore beaucoup de choses restent à découvrir. Il y a des éléments, on va dire, communs, des éléments stylistiques ou iconographiques que l'on retrouve, qui sont assez redondants dans un certain nombre de cultures de cette région. C'est d'ailleurs le but recherché dans l'une des parties de l'exposition, qui est comme une éducation du regard du visiteur, c'est-à-dire d'apprendre à voir, avant d'essayer de comprendre des fonctions, d'aller dans ce domaine du rituel et de la fonction, de voir de quelle manière on peut appréhender une œuvre, simplement quelles informations on peut en retirer en la regardant. Or, en la regardant, on se rend compte qu'effectivement, il y a des éléments que l'on retrouve assez fréquemment dans l'art dans cette grande région du sud-ouest congolais. Je vais prendre un exemple. Par exemple, au niveau chromatique, beaucoup de cultures ont utilisé un rouge minéral, j'insiste sur ce terme, parce qu'il y a dans d'autres parties du Congo, c'est du rouge végétal qui est utilisé, là c'est un rouge minéral, un pigment, pour couvrir des fois entièrement les statues. Et donc ce sont des choses assez caractéristiques effectivement de la région. Et puis il y en a d'autres aussi qui pourront s'observer, notamment des réalisations assez curieuses que j'appelle les chimères végétales, qui sont assez fréquentes comme dans cette région par rapport au reste du Congo, qui consistaient pour des sculpteurs à observer par exemple dans la nature une racine, un tronc, des branchages qui avaient naturellement bien sûr un côté anthropomorphe ou zoomorphe, et partant de cet aspect premier, le sculpteur va le travailler pour en faire une sculpture. Et ça c'est quelque chose aussi qui est assez fréquent dans la région. Voici quelques-uns des exemples qu'on peut évoquer. Dans le cadre des masques de la région qui nous occupe ici, du sud-ouest congolais, ce sont avant tout des masques qui sont liés d'une manière ou d'une autre, parfois de manière assez profonde, parfois de manière, j'allais dire, plus périphérique, avec le grand rite d'initiation qui a pour nom Mukanda, Nkanda, selon les différentes populations. Et donc ce sont vraiment des objets qui se rattachent à ce culte. Certains d'entre eux en sont intrinsèquement liés, ce sont des masques qui étaient des masques protecteurs, éloignant les non-initiés de l'espace d'initiation. Dans d'autres cas, ce sont des masques qui marquaient seulement des festivités, à la fin de cette initiation masculine. Alors, il y avait dans ce lot aussi des masques qui étaient détruits à la fin après usage, qui avaient quasiment un usage unique. En revanche, il y a d'autres masques qui, par contre, passaient les rituels, étaient conservés, et qui même pouvaient d'ailleurs servir parfois dans certains rites thérapeutiques ou synégétiques, donc liés à la chasse. Pour ces masques-là, bien sûr, une fonction qui était en dehors de ce Mukanda, de ce Nkanda.
Donc voilà, par exemple, le masque que nous avons ici est un masque qu'on appelle Pakassa, Pakassa qui signifie le buffle, et c'est un masque qui se rattache à une culture, justement pas parmi les plus connues de cette région du sud-ouest congolais, loin de là, qu'on appelle les Holos. C'est un masque qui a été collecté dans les années 50. Il a quelques traits qui sont assez intéressants, notamment l'usage d'un coloris qui est tout à fait européen, c'est-à-dire ce bleu de lessive comme ça, qui est une couleur qui a été fortement appréciée par un certain nombre d'artistes de cette région, utilisés pour des masques ou des statues. Ce masque Pakassa était un masque effectivement lié à la cérémonie d'initiation et qui avait notamment comme fonction de pouvoir éloigner aussi les femmes et les non-initiés de certains sites réservés à l'initiation masculine. Alors il y a quelque chose qui est très intéressant aussi avec ces masques holos d'un point de vue stylistique, c'est de remarquer cette collerette de fibres avec ces espèces de bandes comme ça végétales. Ceci est caractéristique des holos. On peut voir dans l'exposition, le visiteur pourra voir dans l'exposition d'autres masques avec d'autres types de collerettes, mais aucune ne ressemble, en termes de tressage, en termes d'aspect, à celle qu'affectionnaient les Holos pour leurs masques. Avec ces objets du sud-ouest congolais, on peut avoir quelques exemples qui permettent de sortir de l'état d'esprit général. On peut avoir beaucoup de visiteurs en Occident, quand on voit une statue africaine, de dire grosso modo, c'est soit une statue d'ancêtre, soit un fétiche. Il faut savoir que fétiche aussi, j'en profite ici pour dire que fétiche, bien que c'est un terme qui a été souvent galvaudé, en fait, fétiche peut être utilisé dans un sens tout à fait ethnographique, c'est-à-dire pour désigner un objet qui est fait de main d'homme, réalisé de main d'homme, et qui par le biais de certains rites, de certains rituels, va être pourvu de pouvoirs effectifs. Ceci est un fétiche. Donc un fétiche n'est pas forcément le terme dépréciatif qu'on pourrait le prêter, qu'on pourrait l'imaginer. Mais tout ça pour dire que dans cette région du sud-ouest congolais, effectivement, il y a des objets qui ne sont ni des fétiches, ni, d'un autre côté, figures d'ancêtres ou des choses de ce type-là. Il y a des objets, on en voit plusieurs dans l'exposition, qui sont par exemple des accessoires chorégraphiques. Il y a une statue de lion tout à fait exceptionnelle, notamment dans une partie de l'exposition, de très grande taille, qui était vraiment un accessoire, on va dire un accessoire théâtral, d'une danse qu'on appelle le bobongo, et qui donc n'était pourvu, mais strictement d'aucune fonction rituelle, et dépourvu de tout pouvoir. On trouve aussi d'autres statues qui sont des statues funéraires. On pourrait dire, mais les statues funéraires sont des statues dans ces cas d'ancêtres. Non, pas forcément. De la même manière qu'une statue d'un ange en pierre sur une tombe en Europe n'est pas signe d'une dévotion qu'on rend à un ange. Elle fait partie des ornements, elle peut participer du souvenir, mais sans être pour autant investie d'une charge rituelle, d'une charge religieuse. De la même manière qu'on peut parler on a évoqué la question du rite initiatique Mukanda qui était partagé par un certain nombre de populations du sud-ouest congolais, il y avait aussi des rites à statues qui étaient partagés aussi par un certain nombre de peuples. Et par exemple, on en retrouve un qui est assez important, qui tient un type d'objet, type de statue que vous avez ici, qu'on appelle des kosi. Kosi signifie le lion. Et c'est un fétiche extrêmement puissant qui avait notamment comme fonction principale la lutte contre la sorcellerie et les malfaiteurs. Le kosi est une particularité aussi comme objet. Certaines fois, il peut marcher en duo, c'est-à-dire que c'est des couples de kosi, avec un considéré comme étant mâle, l'autre femelle, enfin l'époux et l'épouse. Ce couple kosi peut des fois s'exprimer différemment dans la statuaire, comme avec un exemplaire qu'on a ici. La pièce devient siamoise, Janus. Ce qui montre aussi la diversité même de la représentation autour de ce même objet. C'est-à-dire que les 4 objets que vous avez dans la vitrine ici sont des kosi, mais on voit la diversité d'attitude et aussi la diversité de style. En fait, initialement, dans le cadre de l'exposition, l'idée était de faire quelque chose qui concernait bien sûr les masques comme ambassadeurs privilégiés, puisque c'est les objets les plus connus, donc de commencer par les masques, d'arriver après et de travailler surtout sur la statuaire. Mais assez tôt, en fait, en commençant à travailler sur l'exposition, je me suis dit, on ne peut pas quand même pas
passer sous silence, ne pas montrer aussi d'autres types d'objets figuratifs qui ne sont ni des statues ni des masques. Or, dans cette catégorie-là, entre un certain nombre d'objets quand même qui sont assez intéressants, des objets de divination, on trouve aussi des armes avec des pommeaux ou des manches anthropomorphes ou céphalomorphes, des pendentifs en ivoire. Les pendentifs en ivoire étaient très importants parce que pour certaines cultures, ils font partie des œuvres majeures, des œuvres très importantes de ces cultures, des fois de petites cultures entre guillemets par la taille. Je pense notamment au Wungan par exemple, dont l'une des productions que l'on connaît d'eux, même dans les publications et autres, ce sont parmi ces ivoires sculptés qu'on appelle le Konda Konda ou Ndjendere. Ça va être l'occasion aussi de découvrir des pièces qui sont très peu connues, voire totalement inconnues. Alors nous voici ici dans la dernière partie de l'exposition qui est donc dévolue à ces œuvres figuratives mais qui ne rentrent pas dans la catégorie ni des masses ni des statues, et on peut se rendre compte effectivement qu'il y a des objets extrêmement particuliers, voire pour beaucoup de visiteurs je pense totalement insolites. Si on regarde notamment ces deux objets ici, des espèces de ressorts comme ça qui sont à une extrémité pourvus d'une tête sculptée ornée de plumes, sont ce qu'on appelle des gelukotchi, et ce sont des instruments divinatoires qui existaient notamment chez les Pendé, et un instrument qui a connu vraiment une heure de gloire des années 1920 aux années 1950 et puis qui va disparaître progressivement. Le système pour le devin qui utilisait justement ce type d'objet, le devin tenait l'objet devant lui, tête en avant, le gelukotchi complètement replié sur lui-même et en posant des questions. Le problème est-il de cet ordre-là? Et quand, à force d'énumérer, est-ce que ça vient d'un tel, est-ce que ça vient d'un tel, est-ce que ça vient d'un tel, au bout d'un moment, quand la réponse était correcte, dans ces cas-là, il y avait un mouvement qui permettait au système de se détendre, la tête et le gelukotchi se projetant en avant, indiquant qu'on était quelque part sur le bon chemin d'une expertise, d'un diagnostic de devin. Il faut savoir d'ailleurs une chose, c'est que quand on parle de devin dans cette partie du Congo, et même de manière générale au Congo, devin, on imagine chez nous un devin, une personne qui va deviner l'avenir, c'est plutôt logique, qui va aller vers l'avenir de ce qui peut vous attendre. En fait, souvent, ceux qu'on appelle les devins, les tradipraticiens, leur but était surtout de trouver les causes de problèmes que vous avez actuellement. C'était principalement la fonction d'un devin, donc qui est un peu différente par rapport à ce que l'on peut imaginer. C'est une région avec laquelle j'ai une affection un peu particulière par le biais de l'histoire au musée de Tervuren, donc le musée pour lequel je suis conservateur en Belgique. Notamment du fait que depuis 1998, le musée a récupéré en dépôt une gigantesque collection, qui était la collection d'un ancien musée missionnaire qui était le musée d'Everley, le musée jésuite, qui a laissé en dépôt au musée de Tervuren parce que le musée allait fermer, donc c'était une question de préservation des pièces, et la congrégation jésuite de Belgique a laissé en dépôt ces pièces à Tervuren. Et c'est quelque chose de plusieurs milliers d'objets, des objets extrêmement bien documentés. Et je me souviens bien, c'était en 2015, j'avais fait une exposition à Bruxelles qui s'appelait Masques géants du Congo, et je m'étais toujours dit, ça serait bien de faire quelque chose aussi qui permette de plus axer sur la statuaire. Avec le musée du Quai Branly, j'ai eu cette opportunité finalement de pouvoir reprendre ce projet, mais soyons clairs, ce n'est pas du tout une copie de l'exposition de 2015, c'est quelque chose de différent, c'est une continuation, une continuité d'un parcours entamé il y a déjà quelques années.